Est-ce que vous êtes bête ? Hop, c'est pas à vous d'en juger. Mais même si c'était le cas, croyez-moi, vous le seriez pas autant que les gens dans cette affaire. Vous voyez cette photo ? Elle a été publiée sur Snapchat. Bon, a priori, rien d'important. Eh ben en fait si, parce que c'est littéralement la preuve qu'un meurtre a été commis. Et cette preuve, quelqu'un a jugé que ce serait intelligent de la mettre sur Snapchat. Vous voyez ? Vous êtes pas si bête que ça. Installez-vous bien, je vais tout vous raconter. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle et juste un mot rapidement, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et surtout vous êtes hyper présents, alors ça me va droit au cœur, donc merci pour ça. Allez, on commence. Dans les petites villes américaines, ces endroits où tout le monde se connaît, les facteurs livrent lettres et colis aux mêmes personnes depuis des années. Là-bas, ils connaissent les habitudes des résidents et déposent le courrier à la main aux personnes âgées qui ne peuvent pas atteindre leur boîte aux lettres. C'est un métier de routine, de fiabilité et surtout de confiance. Vous faites confiance à la poste, vous ? Moi, après 15 heures, plus trop. Aux États-Unis, il y a environ 330 000 facteurs qui sillonnent le pays chaque jour. Ils font totalement partie du paysage, devenu invisible à force d'être familiers. En 2014, Jason Schaefer est l'un d'eux. Et si tout le monde ne connaît pas forcément son nom de famille, tous les gens des quartiers dans lesquels il passe l'apprécient pour sa gentillesse. C'est cette année-là qu'il rencontre Devan Schreiner. Ils travaillent tous les deux pour l'USPS, la poste américaine dans le Colorado. Lui a 25 ans et il est originaire de Deep River, dans le Connecticut, un petit village de Nouvelle-Angleterre. Elle a 19 ans et vient de Fort Collins, dans le Colorado. Jason et Devan se croisent au bureau de poste, échangent quelques mots puis des sourires. Et finalement, commencent à sortir ensemble. Ça fricote à la poste. Ah, mais c'est peut-être ça ce qu'ils font après 15 heures. Bon, ici, il s'agit d'une romance de bureau qui en soi n'a rien de spectaculaire. Tout du moins jusqu'en 2015, année durant laquelle la jeune femme tombe enceinte de leur fils, Chase. Jason est heureux quand il apprend la nouvelle, parce qu'il voulait vraiment être papa. Mais après la naissance de leur enfant, les choses se corsent. Devan veut être mère au foyer, rester à la maison avec leur fils, et plus travailler. Jason, de son côté, insiste sur la nécessité d'avoir 2 salaires pour une question de confort financier. Il estime qu'une seule rentrée d'argent ne suffit pas pour une famille. Sauf que Devan l'entend pas de cette oreille. Elle pense au contraire qu'une mère doit pouvoir rester avec son enfant, et qu'il est normal que son compagnon assume seul les finances du foyer. Les disputes conjugales deviennent donc fréquentes, et elles tournent toujours autour des mêmes sujets. L'argent, le travail ou encore qui fait quoi à la maison. Résultat, la relation de couple se détériore rapidement et ils finissent par se séparer, notamment parce que Devan se permet d'aller voir ailleurs. Jason essaie tout de même de reconnecter sentimentalement avec elle pour le bien de leur fils plusieurs fois, mais ça dure jamais longtemps. Comme on dit, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc en juin 2018, un plan de garde est établi pour Chase, et ses parents optent pour une garde alternée à 50-50, quelque chose d'équitable et de classique. Son père et sa mère peuvent passer autant de temps l'un que l'autre avec lui. Jason veut absolument voir son fils grandir, alors il essaie de s'entendre avec Devan afin que les choses se fassent en bonne intelligence. Malgré tout, elle refuse de plus en plus de respecter les arrangements établis. Elle change les horaires de dépôt du mioche, modifie les lieux de rencontre sans prévenir et ne communique pas sa nouvelle adresse à Jason. En plus, Chase se blesse plusieurs fois pendant les périodes où il est avec elle, et il est même exposé au Covid. En gros, Devan fait rien pour que sa coparentalité avec Jason soit harmonieuse, ni même le minimum pour que leur gamin soit en bonne santé. Elle lui dit pas qu'elle a retiré leur fils de sa thérapie, et veut pas non plus l'inscrire à la maternelle, que son père soit d'accord ou pas. D'ailleurs, ce dernier est frustré par ses agissements, mais il essaie évidemment de discuter en restant calme, sauf que rien n'y fait. Jason prend donc la douloureuse décision d'engager un avocat pour faire respecter ses droits. Le 11 octobre 2021, il dépose une demande officielle auprès du tribunal pour obtenir la garde principale de Chase. Il réclame la majorité du temps parental, ainsi que le pouvoir de prendre seul les décisions importantes qui concernent leur enfant. Devan en est rapidement notifiée. À présent, elle sait que le père de son fils veut lui prendre sa garde, et ça lui reste en travers de la gorge. Mais c'est pas seulement ça qui la met en rage. Il y a autre chose, quelque chose de bien plus personnel. Il se trouve qu'à la mi-2021, Jason s'est mis en couple avec une jeune femme de 19 ans, qui s'est très vite installée chez lui. Elle s'appelle Rosa. Et Rosa, c'est pas n'importe qui. C'est la petite sœur de Devan. Une sœur avec qui elle entretient une relation compliquée.
Mais il y a un truc qui va bien se passer dans cette vidéo. En fait, si les deux sœurs peuvent pas se blairer, c'est parce qu'à la séparation de leurs parents, Rosa est restée avec leur mère. Devane, quant à elle, est partie chez leur père à l'âge de 16 ans, ce qui a fortement distendu leur lien fraternel pendant 9 ans. Rosa est tout de même allée vivre chez sa sœur pendant un temps, quand elle a eu son propre logement. Mais elles se sont disputées, l'a jetée dehors en pleine nuit. Jason sort donc maintenant avec Rosa, et ils vivent ensemble. Quelque chose d'insupportable pour Devane, qui ne s'entend pas avec elle du tout. D'autant plus que Chase passe du temps avec eux quand il est chez son père. Devane a retrouvé quelqu'un elle aussi. Pourtant, elle ne parvient pas à accepter que Jason soit en couple avec Rosa. Elle confie même à plusieurs amis qu'elle est dans une colère noire et répète en boucle « Ils ont une nouvelle famille maintenant. Mon fils, Jason et ma sœur. » Cela dit, bon, Jason s'en moque pas mal. Il ne pense qu'à son bonheur désormais, malgré les avertissements de sa propre mère qui lui dit qu'il vient d'ouvrir une boîte de Pandore. Et a raison, parce que pendant qu'il construit son avenir avec Rosa, Devane ne décolère pas et commence à penser sérieusement à la vengeance. Un plan macabre que son conjoint, Andrew Ritchie, va l'aider à mettre à exécution. Andrew James Ritchie, que tout le monde surnomme AJ, sauf moi, a 34 ans quand il entre dans la vie de Devane. Il travaille comme gardien de prison au Federal Correctional Institution d'Englewood à Littleton, dans le Colorado. Andrew a un boulot stable, un uniforme, une routine et surtout, détail important, il est marié. En 2021, il entame une liaison avec Devane, une relation extra-conjugale qu'il cache à sa femme. Les témoins qui connaissent leur couple le décrivent comme toxique. Andrew fait constamment des remarques désobligeantes sur Jason et s'énerve à chaque fois que Devane doit passer du temps avec son ex, même si ça n'a de rapport qu'avec leur fils. En réalité, il semblerait que Devane et Andrew se connaissent depuis bien plus longtemps que ça et se seraient rencontrés vers 2008, quand elle avait 13 ans et lui 21. Une relation qui aurait commencé par un abus et l'aurait transformé en une personne manipulable. Visiblement, Devane a même un second compagnon prénommé Joseph, sur lequel on sait pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Andrew, en 2021, il n'a aucun lien direct avec Jason. Il ne l'a jamais rencontré. Par contre, il connaît Devane, qui lui parle beaucoup de son ex. Le 8 juillet 2021, Andrew envoie un SMS à la jeune femme. Un message qui parle de mettre fin à Rosa et Jason. Puis un autre message encore plus direct. Tu pourrais juste les tuer tous les deux, ou faire croire qu'ils se sont entretués. Ces messages sont envoyés 3 mois avant que Jason ne dépose sa demande de garde accrue en octobre. Devane déteste l'idée même que son ex puisse être en couple avec sa propre sœur. Et Andrew l'encourage dans cette direction. Il la calme pas, il lui dit pas que c'est fou. Non, il alimente le feu qui la consume. Entre juillet et octobre, les conversations téléphoniques de Devane et Andrew deviennent fréquentes. Ils discutent de logistique, de timing et de la bonne méthode à employer pour éventuellement commettre un meurtre. Andrew joue parfaitement son rôle de complice. Et cerise sur le gâteau, il connaît l'itinéraire postal de Jason parce que Devane le lui a décrit. Le facteur fait tous les jours la même tournée, à peu près aux mêmes heures. Un emploi du temps prévisible qui le rend vulnérable. La machine macabre est donc déjà bien lancée quand un litige professionnel vient s'ajouter aux tensions. Selon l'USPS, Devane aurait été licencié de la poste de Longmont fin septembre 2021 suite à un incident avec Jason. Un point qui est relayé dans toute l'entreprise. Sauf que, rapidement, celle-ci corrige cette information. Devane a en fait quitté Longmont en 2016, en bons termes, avant d'être réembauché à Loveland en juin 2021. Quoi qu'il en soit, le mal est fait. Les collègues de Jason apprennent donc les tensions qu'il y a entre la mère de son fils et lui. Désormais, tout le monde sait qu'il y a un problème. Et on peut même dire que le mot problème est un euphémisme ici. Le 11 octobre 2021, Devane prend une photo Snapchat dans sa salle de bain. Un selfie sur lequel on la voit vêtue d'un sweat à capuche Nike noir et d'un masque bleu foncé. C'est un déguisement choisi pour faire passer la jeune femme pour un homme, afin de brouiller les pistes. Ah oui, parce que ça, c'est la tenue prévue pour tuer Jason. Bon, le crime parfait, ce sera pas pour cette vidéo. Mais bon, Andrew et Devane se préparent des alibis et réfléchissent à la manière de ne pas se faire prendre. Le même jour, elle envoie un message sur Snapchat. À 14h01, elle écrit « Je vais faire une fête dans les bois » et c'est BIOS. BIOS signifie « Bring your own shovels » ou « Apportez vos propres pelles ». Un message cryptique mais suffisamment clair pour ceux qui comprennent. Pendant ce temps, Andrew continue d'encourager Devane et ses mots portent leurs fruits. Le 13 octobre 2021, à 6h du matin, il reste au téléphone pendant près de 3 heures. Et pour cause, l'heure n'est plus à la planification, c'est le jour J.
Devan et Andrew passent une partie de la matinée du 13 octobre 2021 ensemble dans l'appartement de la jeune femme à Fort Collins. L'homme est là depuis la veille au soir, et ce matin-là, il roule vers sa maison située à Loveland. Après y avoir fait un stop, Andrew conduit Devan jusqu'au bureau de poste de la ville où elle travaille maintenant. Elle scanne son badge à 10h15, heure à laquelle elle est censée commencer sa tournée de factrice. Mais quand son compagnon la dépose, Devan lui dit quelque chose de très clair. Aujourd'hui, c'est le jour J, et elle a déjà tout ce dont elle a besoin. Il comprend exactement ce qu'elle veut dire. C'est aujourd'hui qu'elle a prévu de tuer Jason. À partir de ce moment, le couple reste en contact téléphonique durant près de 3 heures. Pendant ce temps, Andrew prend un véhicule de covoiturage de la prison d'Englewood où il travaille, un Dodge Durango appartenant à la compagnie Way2Go. Il conduit vers Longmont et commence à suivre Jason sur son itinéraire postal. Les données GPS du téléphone d'Andrew et du scanner postal du facteur sont superposées 2 à 3 heures, presque collées l'une à l'autre. Andrew suit le camion de Jason, note ses arrêts, ses horaires et transmet tout en temps réel à Devan par téléphone. Il est ses yeux et ses oreilles, parce que sans lui, elle ne sait pas où Jason se trouve exactement à un moment précis. Pendant ce temps, Devan est censé livrer le courrier à Loveland, à environ 30 km au nord de Longmont. Mais le GPS de son scanner postal reste immobile pendant des heures. Quelque chose de très inhabituel évidemment pour une factrice, censée bouger en quasi-permanence. Les données cellulaires de Devan montrent qu'à 11h, elle se rend chez Andrew à Loveland, et y reste jusqu'aux environs de 13h. Il n'y a pas de mouvement ni de transmission sortante. En réalité, elle se prépare. Elle enfile son déguisement, le fameux accoutrement qu'elle portait sur la photo Snapchat, enregistrée sur le téléphone de son copain. Le véhicule personnel de Devan, un Nissan Rogue noir sur lequel il manque un enjoliveur sur la roue avant droite, reste garé chez lui pendant ce temps. C'est vers midi que tout se met en place. À 12h06, la caméra de surveillance d'une maison sur Summerlin Court capture un Nissan Rogue noir circulant dans le quartier, puis revenant vers Renaissance Drive. Un résident voit ce véhicule faire marche arrière dans un chemin d'accès menant à un champ. À 12h30, Jason livre le courrier près de l'intersection Heather Hill Street et Renaissance Drive, devant un groupe de boîtes aux lettres. Il est dans le quartier de Somerset Meadows, à Longmont, et plusieurs caméras de surveillance des voisins filment la scène. Le Nissan Rogue noir arrive et se gare, puis une silhouette portant un sweat à capuche noire et un masque bleu sort du véhicule et s'approche de Jason alors qu'il est près des boîtes aux lettres. Il est 12h32 quand 5 coups de feu retentissent. Jason est touché au visage ainsi que dans le dos et tombe près de son camion postal. Une caméra de surveillance capte le son des détonations, puis montre la fameuse silhouette courir vers le sud à travers le quartier. Le Nissan Rogue démarre ensuite en trombe et disparaît. Les témoins qui ont entendu les coups de feu et ceux qui ont vu quelque chose sortent de chez eux et découvrent Jason gisant dans une mare de sang. Quelqu'un appelle immédiatement le 911, signalant au passage comment le suspect était habillé. Une fois arrivés sur place, les secours font tout ce qu'ils peuvent pour ranimer Jason. Malheureusement, leurs efforts sont vains et son décès est prononcé sur place. Aucun des témoins ne pense que le responsable de ce drame est une femme. La supercherie de Devan a fonctionné. Pendant ce temps, Andrew n'est pas à Longmont. Au moment exact du meurtre, il est filmé dans un Hooters de Loveland, en train de manger avec des amis. Les caméras de surveillance le confirment. Il est là, bien visible, ce qui lui constitue forcément un alibi béton. Après avoir tué le père de son fils, Devan, elle, retourne travailler. Son scanner postal est ramené à la station de Loveland à 16h31 et elle agit normalement comme si de rien n'était. Jason Schaefer est mort et la police de Longmont va l'identifier très rapidement. Maintenant, il leur reste à trouver qui est le coupable et la technologie va leur être très utile. Les investigations démarrent peu après la mort de Jason. La police de Longmont, le FBI et l'US Postal Inspection Service, tout le monde se mobilise et l'équipe compte plus de 60 enquêteurs. Attends quoi ? La Poste a sa propre police ? Je retire tout ce que je viens de dire. Bon, un facteur tué pendant ses heures de boulot, c'est une affaire fédérale et les ressources sont déployées massivement. Évidemment, tout le monde se demande qui a pu avoir l'idée saugrenue de s'attaquer à un employé de la Poste américaine complètement inoffensif, en plein jour de surcroît. Par chance, dès le début, une première piste oriente toute l'enquête. Quand il est questionné par les policiers, le superviseur postal de Jason demande immédiatement « Est-ce que c'est la mère de son enfant qui a fait ça ?» Les yeux des enquêteurs se tournent donc tout de suite vers Devan. Et les images des caméras installées sur les sonnettes du quartier deviennent la première pièce du puzzle. Plusieurs voisins ont des systèmes de sécurité qui ont capturé le Nissan Rogue noir de Devan circulant dans le quartier au moment du crime. Un véhicule dont la plaque d'immatriculation est justement au nom de Devan. Puis il y a le GPS postal.
La deuxième preuve. Les facteurs utilisent des scanners GPS qui enregistrent chaque mouvement en temps réel et transmettent constamment les données au serveur de l'USPS. Impossible donc de les trafiquer. Et surtout, d'expliquer pourquoi Devan est resté immobile entre 11h et 13h le 13 octobre. Vers 17h30, 5 heures après le meurtre, la jeune femme appelle elle-même la police de Longmont, en expliquant s'inquiéter des rumeurs qui disent que Jason a eu un accident. Elle enrage quand elle apprend que son fils est actuellement avec Rosa et accepte de venir au commissariat à bord de son véhicule personnel. Véhicule dans lequel il y a un sweat à capuche sombre et un masque bleu foncé. Difficile de pas faire le lien avec la description du suspect recherché. Franchement, ils l'ont fait exprès. C'est pas possible d'être aussi con. Au début de l'interrogatoire, les policiers font semblant de traiter Devan comme une victime et lui annoncent la mort de Jason. Ce à quoi elle répond en jouant la comédie. Elle prétend qu'elle savait pas qu'il était mort et nie toute implication. Elle dit qu'elle est allée chez Andrew à Loveland avant midi, qu'elle a mangé des pizzas, bu de l'eau, puis s'est disputée avec lui. Après ça, elle explique être retournée dans son véhicule postal, avoir pleuré un moment, puis être revenue au travail. Elle soutient qu'elle a quitté le boulot avant 17h, qu'elle est rentrée chez elle à Fort Collins et qu'elle a promené son chien vers 17h15. Mais les preuves disent évidemment l'inverse. Les données GPS, les images des caméras du voisinage, ou encore les déclarations des témoins sur le véhicule et les vêtements du suspect. Tout crie que Devan ment comme un arracheur de dents. Raison pour laquelle elle est arrêtée, le 13 octobre vers 20h10. Moins de 8 heures après avoir tué Jason, elle est accusée de meurtre au premier degré et est emmenée au poste de Longmont, puis transférée à la prison du comté de Boulder. Sûrement l'enquête la plus bidon de la police américaine. Maintenant, il n'y a plus qu'à choper l'autre demi-cerveau, Andrew Ritchie. Les téléphones de Devan et Andrew sont analysés en profondeur. C'est ainsi que les enquêteurs découvrent les SMS datés de juillet, dont le fameux « tu pourrais juste les tuer tous les deux et faire croire qu'ils se sont entretués ». Puis les données de localisation qui montrent que l'homme a suivi l'itinéraire de Jason au mètre près pendant des heures dans la matinée du 13 octobre. Il y a aussi cet appel de près de 3 heures que Devan et Andrew se sont passés juste avant le meurtre. Et la photo Snapchat du déguisement, sauvegardée sur le téléphone de ce dernier. Le 19 octobre, 6 jours après le meurtre, les enquêteurs confrontent le suspect au travail, à la prison d'Englewood, afin de lui montrer ce selfie. Au départ, Andrew nie. Mais il passe finalement à table pour donner sa version des faits. L'homme commence par dire qu'il savait que Devan avait envie de tuer son ex, mais qu'il avait réussi à l'en dissuader 3 jours avant les faits. Il reconnaît ensuite qu'il était avec elle la veille du meurtre et qu'ils ont effectivement passé la matinée ensemble. Il confirme également avoir suivi Jason sur son itinéraire postal pendant des heures, mais prétend qu'il l'a fait uniquement pour l'avertir que Devan était dangereuse, parce qu'il voulait éviter une tragédie. Andrew précise avoir eu une conversation de 15 secondes avec Jason ce matin-là. Au cours de celle-ci, il lui aurait confié que Devan était très instable et qu'il devait faire attention. Ce à quoi il aurait répondu « J'ai pas peur de cette salope ». Andrew prétend alors avoir pensé qu'il avait fait au mieux et être rentré chez lui. Ouais, sauf que les enquêteurs le croient pas, parce que les preuves numériques sont écrasantes. Le 20 octobre 2021, une semaine après le meurtre, l'homme est arrêté puis accusé de meurtre au premier degré et de complicité. Le procès de Devan Schreiner s'ouvre le 27 février 2023 au Boulder County District Court. La stratégie de l'accusation est claire. Elle a planifié le meurtre de Jason pendant 3 mois avec Andrew, avant de l'exécuter froidement, en plein jour, devant des témoins. Le mobile ? La jalousie par rapport à sa relation avec sa sœur, Rosa, et une rancune concernant la bataille pour la garde de Chase. La stratégie de la défense est quant à elle plus risquée. L'avocate de Devan ne nie pas qu'elle a tiré sur Jason. Au vu de toutes les preuves accumulées, elle sait que ce serait parfaitement inutile d'essayer. Mais elle affirme que son esprit, comme son intention, ont été corrompus par Andrew. Et qu'au vu de son état mental, elle ne devrait pas être reconnue coupable de meurtre au premier degré, et donc avec préméditation. Elle demande une requalification en meurtre au deuxième degré, ou en homicide involontaire, donc sans préméditation. L'enjeu, c'est évidemment la dureté de la peine, qui sera prononcée ensuite par le juge. Le 6 mars 2023, le jury se retire pour délibérer, et après environ 8 heures de délibération, l'accusé est déclaré coupable de meurtre au premier degré, puis condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'est la peine obligatoire sous la loi du Colorado lorsqu'un meurtre avec préméditation est commis. La jeune femme de 28 ans ne s'adresse pas au tribunal. En fait, elle dit rien. Son avocate refuse également de commenter, ce qui laisse penser qu'un appel sera peut-être déposé. Une fois Devan condamné, place au procès d'Andrew Ritchie, qui commence 6 mois plus tard, le 19 septembre 2023. Pour l'accusation, l'homme de 36 ans était le cerveau de l'opération.
si on peut dire. Celui qui a non seulement encouragé son ex à tuer le père de son fils avant de l'aider à passer à l'acte. La défense de l'accusé soutient que c'est faux, et que Devan connaissait l'itinéraire de Jason. En gros, elle n'avait pas besoin que quiconque lui dise où il se trouvait. Selon l'avocat d'Andrew, s'il a essayé de mentir à la police sur le fait qu'il était avec elle la veille du meurtre, c'était dans une tentative mal avisée et désespérée de sauver son mariage. En plus, sa relation avec Devan était soi-disant purement physique, donc il n'était pas assez investi émotionnellement pour l'aider à tuer quelqu'un. Sauf que le jury y croit pas à cette version. Les preuves sont légion, les mensonges nombreux. Et l'histoire du repas aux Hooters semble trop parfaite. Le 27 septembre 2023, après environ 2 semaines de procès, le verdict tombe. Coupable de meurtre au premier degré. Tout comme Devan, Andrew Ritchie est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le 13 octobre 2021, Jason Schaefer a été froidement tué par la mère de son enfant pendant qu'il faisait son travail de facteur. C'était pas un crime passionnel, ni un accident ou une dispute qui a mal tourné. C'était une exécution froide, planifiée pendant 3 mois par 2 personnes qui en ont coordonné chaque détail. 2 personnes qui ne reverront jamais l'extérieur d'une prison et qui ont laissé derrière elles un enfant qui n'a plus de parents. Voici pour cette affaire criminelle de haut vol. Je vous avais prévenu qu'on n'aurait pas affaire à des génies. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez lettre en commentaire. N'oubliez pas le podcast sur Spotify avec le lien en description. N'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup aussi. N'hésitez pas à liker d'ailleurs cette vidéo et à vous abonner si c'est pas fait. Je vous remercie de m'avoir regardé, on se dit à très vite. Bye.